Qui sera le prochain président des États-Unis d'Amérique? Cette question donne du fil à retordre même aux analystes les plus avertis. Et si l'on devait se fier naïvement peut-être aux sondages, eh bien tous les indicateurs chiffrés donnent Donald Trump back to make America great again. Mardi, le sulfureux ancien président américain a remporté la primaire présidentielle républicaine du New Hampshire avec une marge de plus de 11 points, repoussant un contingent de républicains donc plus modérés, mais aussi d'électeurs politiquement indépendants qui soutenaient l'ancienne ambassadrice de l'ONU et gouverneure de Caroline du Sud, Nikki Haley. Cette donne rapproche les États-Unis de la quasi-certitude que les élections de novembre prochain présenteront une revanche de Trump contre Biden. De l'économie à l'avortement, en passant par la politique étrangère, dont le soutien américain à l'Ukraine ou encore à Israël, la course à la présidentielle englobera certainement ces thèmes clés, mais pas que. Il y en aura d'autres, notamment au sujet des questions climatiques. D'autant plus que les élections américaines revêtent une immense importance tant sur la scène internationale que dans la société américaine elle-même, alors que le pays connaît de profondes divisions, des divisions qui persistent. Alors pour le débat de ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir l'analyste politique américain Calvin Dark. Bonsoir et merci de vous joindre à nous sur le plateau. Bonsoir. Également avec nous le politologue et professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Mustafa Shimi. Bonsoir, professeur Shimi. Bonsoir. Et c'est un plaisir renouvelé que de l'accueillir, l'expert en relations internationales, Fed Bottaleb. Bonsoir, Fed. Bonsoir. Alors, messieurs, à ce stade, j'ai envie de dire de la compétition, parce que nous sommes en train de vivre au rythme d'une compétition footballistique de notre continent, mais à ce stade de la compétition présidentielle, je vais vous poser la question, qui sera le prochain président des États-Unis d'Amérique? Fed Bottaleb. Eh bien, on ne peut pas savoir, il faut attendre le jour J. Mais j'ai... Pronostic. Le pronostic, c'est j'ai le sentiment que ce sera un retour de Donald Trump et ce sera la première fois depuis le 19e siècle qu'un président qui a été défait reviendrait aux affaires après 4 ans après pour succéder à son ex-adversaire. Donc voilà, je pense que ce sera Donald Trump. Je passe de l'autre côté. Calvin, Oui. je sais qu'il est très difficile. Comme l'a dit d'ailleurs Hafed, bien sûr, ce sont les urnes qui décideront vraiment. Oui. Mais à ce stade, avec tous les sondages, parce que tous les sondages, qu'ils soient de gauche ou de droite, démocrates ou républicains ou neutres, d'ailleurs le dernier c'est de Reuters qui donne encore une fois 6 points d'avance de Trump sur Biden, selon vous, est-ce que c'est plié? Non, pas du tout, parce que 10 mois, c'est toute une vie dans la politique, OK? Et je crois que la raison pour les sondages, c'est que les Américains sont frustrés avec le bilan de Biden, pour l'économie, pour l'immigration, pour la politique avec Israël et Gaza. Mais je crois que maintenant, la pression, c'est sur Nikki Haley de se retirer de la course, de la campagne Biden et de Trump. Pourquoi? Parce que la campagne Biden veut que ça soit un choix. Maintenant, le sondage dit que, oh non, Biden il n'est pas favorisé dans les élections, mais si le choix est bien Trump contre Biden, il peut rappeler les Américains des best hits de premier mandat de Trump. Est-ce que Biden n'a pas été élu justement pour... c'est comme un vote, comme on appelle, sanction. C'est oui. Pour sanctionner Donald Trump que Biden a été élu président des États-Unis. Exactement, et ça c'est pourquoi... Selon lui, il est le plus capable de gagner contre Donald Trump parce qu'il va rappeler les Américains de toute la folie du premier mandat et que c'est lui le seul qui peut gagner contre Donald Trump parce qu'il est le seul qui a gagné contre Donald Trump. OK. Et rappelons aussi que c'est quand même le président le plus âgé de l'histoire de la démocratie américaine. Oui. Mustafa Shimi, je vais finir le tour de table. Trump, merci. Biden. Il y a tout de même, ça a été dit par mon collègue, il y a 9 mois avant les élections de novembre 2024. Il faut de relativiser et de la prudence. 9 mois, c'est beaucoup de choses qui peuvent se passer, ne serait-ce qu'à l'international. Premier point. Deuxième point, il y a des éléments non maîtrisables. C'est bien les sondages, mais les sondages se trompent. Et c'est des sondages qui datent de janvier
Et il se multiplie d'ailleurs. Personne ne peut savoir ce que seront les sondages du mois d'août, septembre, octobre, etc. Troisième élément à prendre en compte, me semble-t-il, c'est que les choix des électeurs américains se font essentiellement environ à 60% sur des questions économiques et leur situation matérielle. Or, ça a été dit à l'instant, le paradoxe de la présidence Biden est le suivant. Il y a eu de bons résultats économiques. Il a réduit le chômage de moitié. Eh oui, il y a 14 millions d'emplois créés. Il a réduit le taux de l'inflation. Mais paradoxalement, il y a ceci, c'est que, comme on dirait dans le langage courant, ça n'imprime pas. Et le fait que les Américains, sur ce plan-là, accordent peu d'intérêt aux efforts qui ont été entrepris, etc., du fait de la cherté du lait, de l'essence, etc., etc. Donc, il y a le quotidien. Autre paramètre qui va peser pour les 9 mois qui nous restent, c'est l'impact de la situation internationale. Enfin, ceci, pour finir, le Parti démocrate n'est pas uni. Le président Biden a été soutenu et hérité d'un parti uni. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ça tient à quoi? Ça tient au fait que sur un certain nombre de questions, notamment pour ce qui est de l'Ukraine et de ce qui se passe donc à Gaza, il y a la gauche, si je puis dire, du Parti démocrate qui est extrêmement réservée. Et donc, c'est des éléments qui vont peser certainement dans les mois à venir pour savoir si la candidature de Biden a des chances de se transformer en second mandat. Et puis, un dernier élément qui est évoqué ici et là par les Américains qui ont vu, il y a question de l'âge. Et l'âge est le problème de sa capacité physique à tenir, à faire campagne et à avoir un deuxième mandat jusqu'en 2028. Oui, mais du coup, vous n'avez pas répondu à ma question, vraiment, Mustafa Sahimi. C'est volontaire. J'ai dressé... C'est volontaire que je la repose. Non, j'ai dressé en creux... Volontairement. Non, j'ai dressé en creux ce qui faisait que Biden n'avait pas beaucoup de chance. Maintenant, pour répondre frontalement à votre question, le président Trump, évidemment, il y a une différence, c'est qu'il a un électorat fidèle qui le soutient. C'est un fan club. Il fait ce qu'il fait, les procès, les ceci, les cela, ils sont attachés, c'est extrêmement important. C'est à peu près au moins 60% pour l'instant des électeurs républicains. Il y a 20% encore flottants, etc. Mais en dernière instance, il a cet avantage compétitif et comparatif par rapport à Biden. Deuxième élément, il y a les aléas des procédures judiciaires. Sur lesquels on va peut-être revenir. Nous allons y revenir. Troisième point, c'est un battant. C'est un battant, c'est un communicant, et il sait faire des campagnes électorales à la différence de Biden. Alors, vous savez, dans cette émission, souvent, nous revenons sur les termes basiques, mais aussi les processus, pour qu'on comprenne déjà ce que c'est que la démocratie américaine. On parle bien sûr de ces élections. Il ne s'agit pas simplement d'élire le prochain président des États-Unis, mais aussi les membres du Congrès, les membres du Sénat. Donc c'est tout un processus finalement électoral, mais avec un focus naturellement sur le président. Si on devait peut-être juste rappeler pour nos téléspectateurs, faire un peu de pédagogie, messieurs, sur comment se déroule le processus électoral Cold and Dark aux États-Unis. Ça, c'est vraiment intéressant. J'explique ça toujours à mes amis hors des États-Unis. Tout à fait, parce qu'il est particulier. Hein? Oui, parce que, par exemple, Hillary Clinton a gagné à peu près 3 millions plus de votes que Donald Trump, mais elle n'était pas présidente, OK? Joe Biden, il avait à peu près 7 millions de votes plus de Donald Trump, mais l'élection, ce n'était pas donné à Biden, parce qu'on n'a pas une élection fédérale, nationale. On a par État. Et ça, c'est pourquoi il y a en réalité 8 ou 10 États qui comptent. Les autres, la New York, Texas, Floride, Californie, non. Et c'est pour ça que Trump veut que Nikki Haley se retire de la course, parce qu'il veut passer des temps à Michigan, Pennsylvanie, mon État, Caroline du Nord, la Virginie.
parce que c'est ces États qui vont faire la différence. Et je veux ajouter une chose aussi. J'étais dans l'État de Michigan, à Dearborn, Michigan. Ça, c'est vraiment la capitale de la communauté arabo-américaine. J'étais là pour parler avec eux parce qu'ils ont créé Abandon Biden Movement, c'est-à-dire d'abandonner Biden pour le scrutin. Et j'ai posé la question parce que la majorité sont démocrates. J'ai dit, si vous abandonnez Biden, ça, c'est vraiment un vote pour Donald Trump. Et surtout, vu ce qui se passe avec Israël et Gaza, ça, c'est pas le bon choix pour eux. Mais ils m'ont dit que ça va donner une leçon aux démocrates pour vraiment, il y a la valeur de la communauté arabo-américaine. Et ils ont raison parce qu'ils sont à peu près 200 000, OK, dans l'État de Michigan. Je crois que Biden, il a gagné par 25 000 contre Trump. Imagine si 10% de cette communauté abandonne Biden. Ça peut être vraiment la différence dans un État swing, un État clé pour les élections. C'est un état clé pour les élections. Il y a un autre point clé pour les élections. Nous reviendrons sur chacun des thèmes principaux plus tard. Mais puisqu'on parle du processus électoral, il y a ce vote électronique qui crée le débat aussi, Calvin Dark. Le quoi? Le vote électronique. Ah oui. C'est tout à fait c'est intéressant parce que Donald Trump, il y a toujours un problème avec le processus électoral s'il ne gagne pas. S'il gagne, électronique, papier, absentee, ça n'a rien à voir avec vraiment l'intégrité du scrutin. Mais ce qu'il faut savoir aux États-Unis, chaque État et même chaque comté dans les États, ils ont leurs propres règles pour les élections. Et le problème, c'est que si, par exemple, je suis républicain en Pennsylvanie et on fait le scrutin peut-être 2 semaines avant le early voting en anglais, mais dans quelques États, il faut voter le jour même du scrutin. À Pennsylvanie, ils vont dire que ça, c'est pas juste, ça donne pas la chance à mon candidat préféré. Mais ça, c'est vraiment la folie de notre système, que chaque État, ils ont leur propre système électoral. Hafed Bottaleb, en tant qu'observateur justement de la chose internationale, comparé aux autres systèmes électoraux, le système américain n'est-il pas appelé, puisqu'on parle aujourd'hui de réforme de grandes institutions telles que l'ONU, mais est-ce qu'il n'est pas peut-être temps de faire un peu de fine-tuning là-dedans? Que pensez-vous justement de ce processus? Alors peut-être vous faites référence aux grands électeurs, au système de grands électeurs qui donne l'impression, effectivement, comme l'a souligné M. Kelvin, que même un candidat peut gagner en termes numériques et perdre le vote, ce qui semble aberrant d'un point de vue hors Amérique, puisque partout dans le monde, c'est la majorité qui compte. Et c'est comme ça que cela devrait fonctionner aux yeux de la plupart des citoyens du monde, puisqu'une démocratie, c'est le pouvoir de la majorité, même si la minorité aussi a sa place. On en avait parlé à ce propos à une de vos émissions. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les États-Unis, c'est un État unitaire. Ce n'est pas un État unitaire. Donc c'est un État qui a sa propre histoire. Ce sont les États-Unis. Donc c'est un ensemble d'États qui avaient leur propre identité, leur propre drapeau, qui se sont coalisés au moment de la Révolution américaine 1776 et qui ont constitué cette nation, qui ensuite s'est reconstituée après la guerre de sécession. Sur cette base, sur la base de l'égalité entre les races, mais quand même en gardant pour chaque État son identité et son droit à exister et à continuer sa propre histoire. Et donc, s'il y avait un système qui n'était pas celui des grands électeurs, les États qui sont les moins peuplés, qui sont au centre, deviendraient de facto des États périphériques. Donc ce système-là permet aux États qui sont au centre des États-Unis, qui ne sont pas très peuplés, mais de continuer quand même à peser sur les institutions. Alors il y a 2 principales institutions, on le sait, c'est le Congrès et c'est la Chambre de représentants et le Sénat. Et en fait, ce qui se passe pour pouvoir déterminer le nombre de grands électeurs par État, c'est le nombre de représentants que cet État a, plus 2, je pense, ou entre 2 et 10, puisque c'est 476 représentants plus 100 représentants des États au Sénat, ce qui fait qu'il y a à peu près 576. Ça dépend aussi, il y a quelques États qui ont leur propre spécificité, mais en général, c'est comme ça que l'on procède pour pouvoir déterminer exactement le nombre de grands électeurs qu'il y a par État. Et ça permet aux États aussi, en pleine élection, de peser. On voit les swing states, ça permet à des États qui sont petits
de ne pas être périphérique, et ça préserve aussi les grands États qui, eux, ne peuvent pas être périphériques, puisque quand on a des villes comme Los Angeles ou New York, on ne peut pas être périphérique, ce sont des villes centrales, mais de rester d'égal à égal et de peser d'égal à égal dans les institutions fédérales américaines. Donc on peut voir que c'est injuste quand effectivement il y a un vote populaire favorable à un candidat qui défavorise les autres, et qui finit par une défaite pour ce candidat. Ça peut paraître injuste, mais il faut rappeler que c'est arrivé 2 fois ou 3 fois, je pense, maximum dans toute l'histoire électorale américaine. C'est exceptionnel, et pour être honnête, je pense que s'il y a une victoire de Trump en novembre 2024, ce sera une victoire même au vote populaire. Très bien. Et rappelons aussi que c'est un calendrier qui est très pacte pour cette année. Il y a bien sûr les primaires des 2 partis. On vient de le voir. Donc Trump qui remporte cette manche face à Nikki Haley, c'était au New Hampshire. L'importance de ces... Est-ce qu'on sait déjà que qui va représenter chacun des partis, Mustafa Shahimi, ou on risque d'avoir une surprise? Sachant que les primaires se passent des 2 côtés, démocrates comme républicains. Sur ce que vous avez dit, ceci, ça n'est pas une démocratie directe. Vous le précisez. Voilà. Alors que l'idée courante, c'est de dire c'est une démocratie indirecte. Une démocratie directe qui passe par le fait de désigner des grands électeurs. Les grands électeurs, c'est quoi? Ce sont des électeurs, donc avec parrainage politique et un engagement politique qui, le moment venu, donc, respectent la volonté de leurs électeurs. Ils sont 538. 538. Oui, 538 plus exactement, c'est-à-dire 435, c'est la composition de la Chambre des représentants, 100 le Sénat et 3 voix pour pour Washington DC, le District de Columbia, ça fait 538. Ce qui est intéressant aussi pour vous dire que c'est pas un fonctionnement démocratique total, c'est un fonctionnement donc différé puisqu'il y a cette démocratie représentative. Il y a eu des élections où il y a tel candidat qui a eu plus de voix que celui qui a été proclamé élu. Je pense aux élections à l'élection de George Bush Jr. face à Al Gore, où il y a eu d'ailleurs, je vais être diplomate, bien des interrogations quant aux conditions de dépouillement des urnes à Miami. Et ça a pris du temps. Et ça a été refait. Ça a été refait, etc. Voilà. Ah, oui, donc. Et aussi, il faut signaler que 7 sur les dernières 8 élections, les républicains ont perdu la vote populaire. Oui. Même quand ils ont gagné l'élection. Oui, tout à fait. C'était le 2e mandat de Bush, je crois, où il a gagné le vote populaire et la Maison-Blanche. Oui. Il y a aussi ce qui s'est passé avec Hillary Clinton. Clinton a fait plus de voix, donc... C'est ce qui a soulevé Calvin tout à l'heure. Oui, ça a été dit, etc. Imaginez-vous si Donald Trump gagnait le vote populaire, mais perd les élections. S'il a plus de votes que Biden, ça va être... c'est un scénario. Il va encore dire, et ressortir son argumentaire de janvier 2020, on m'a volé l'élection. On m'a volé l'élection. Bon, donc nous n'en sommes pas là pour ça, il faut être prudent. Alors, l'autre point à relever, c'est le fait que c'est des élections qui vont se jouer pratiquement non pas à partir des grands électeurs de certains États, comme ça a été dit, mais à partir de ce qu'on a identifié dans la cartographie électorale américaine, 6 États basculent. C'est-à-dire le gros du paquet, si je puis dire, doit être mis le 5 mars prochain, et c'est à partir de ça qu'on aura des éléments pouvant peser de manière significative sur le résultat. Je reviens à votre question, tout de même, si vous le permettez. C'est un processus lent, mais c'est un processus qui permet d'associer les uns et les autres, donc à travers les caucus, à travers les réunions des partis, tout ça, etc. Est-ce qu'on est sûr que ce sera Donald Trump qui représentera les républicains? Est-ce que Nikki Haley est vraiment out? Ça, je peux répondre, mais si vous ne me posez pas directement la question. Oui, la question est ouverte à tout le monde. Je peux être sur ce plan. Autant j'étais réservé jusqu'à maintenant, autant maintenant je peux être affirmatif, c'est que Nikki Haley n'a aucune chance d'être investie comme candidate du Parti républicain. D'ailleurs, je suis sûr qu'elle le sait.
Il y a l'écart des voix et des sondages, etc., qui n'est pas rattrapable. Il y a le fait que ce n'est pas une personnalité de premier plan. Et il y a les poursuites judiciaires contre Trump. Oui, tout à fait. Oui, mais les poursuites judiciaires sont intéressantes parce que pour l'instant, elles font l'objet de mesures de la part de ses avocats. Vous savez que la Cour suprême a rejeté une demande du procureur fédéral qui demandait à ce qu'il soit statué de manière urgente sur l'immunité ou pas du président Trump. Eh bien, la Cour suprême n'a pas donné suite. Oui, mais on attend une autre décision le 8 février de cette même... Le 8 février, on attend cette décision de la Cour suprême d'exclure ou pas Donald Trump de certaines primaires. Donc, si on l'exclut de certaines primaires, ça veut dire qu'Haley, elle pourrait avoir ses chances. Si vous le permettez, sur ce point-là, en tant que juriste, je vais vous répondre sur ce point particulier. Oui. Il n'y a pas dans la jurisprudence de la Cour suprême américaine un précédent, c'est-à-dire un ex-président poursuivi. Okay. Et donc, il n'y a pas de jurisprudence et nul doute que la Cour suprême va travailler à minima et dire « je ne suis pas compétente ». Il y a deux raisons pourquoi Nikki Haley est finie en 2024. Un, c'est son argument, c'était « moi, je peux gagner avec les indépendants et les modérés ». Les modérés, voilà. New Hampshire, c'est presque un État démocrate. Et Trump, il a gagné parmi les modérés là-bas. Alors, ça, c'est une des raisons. La deuxième, c'est le pragmatisme, le vote stratégique. L'argument avant les primaires, c'était même les gens qui sont pour Trump, ils se rendent compte avec ces problèmes juridiques. Peut-être il n'est pas le candidat qui peut gagner. Mais j'ai entendu après le scrutin à New Hampshire, une femme, MAGA, Trump, Make America Great Again, elle a répondu à la question pourquoi Trump au lieu de Nikki Haley qui n'a pas les problèmes juridiques. Elle a dit « je préfère perdre avec Trump que gagner avec quelqu'un d'autre ». Ça, c'est la preuve que le Parti républicain vraiment sont derrière Trump. Alors ça, c'est pourquoi... Ils ne sont pas divisés. Hein. Oui. Tout à l'heure, professeur Srimi parlait de certaines scissions au sein du Parti démocrate. Oui. Vous confirmez ces scissions, ces divisions au sein du Parti démocrate aujourd'hui, Calvin Dark? Oui, mais... ce n'est pas le cas, par exemple, pour les républicains. Non, ce n'est pas le cas. Voilà. Et Biden, je crois que maintenant, il n'y a pas de division pour les démocrates parce que c'est trop tard pour quelqu'un d'autre. C'est vraiment, de manière technique, c'était impossible après le 1er janvier. Et maintenant, il faut suivre Biden, sinon l'alternative, c'est Trump. Alors, le slogan pour Biden cette année, c'est que je suis pas Trump. Et ça, c'est la chose qu'il a fait pendant ce premier mandat avec 100% de succès. Il n'était pas Trump, il ne va pas être Trump. Et ça, c'est vraiment pourquoi il dit qu'il est le plus capable pour les élections. Est-ce qu'il est vraiment capable, mentalement et physiquement? Ça, c'est le seul problème qu'il a où il ne peut rien faire. Avec l'économie, je crois que ça va être un peu mieux avant novembre. La situation à l'étranger, peut-être ça va changer, mais il va être plus âgé en novembre. Mais le problème, c'est que Donald Trump, il a 3 ans moins que Joe Biden. Il a beaucoup plus d'énergie, mais en tant qu'âge, ça c'était l'argument de Ron DeSantis et Nikki Haley, que nous avons les politiques de Trump, le conservatisme, mais nous sommes dans la quarantaine, cinquantaine, mais encore une fois, les républicains ont dit, l'âge pour eux, c'est pas un problème. Alors, est-ce que, pour les républicains comme pour les démocrates, comme pour tout Américain, ce qui compte finalement, c'est l'état de l'économie? Est-ce que vous avez parlé de ces chiffres, professeur Srimi, mais de l'autre côté, force est de constater aujourd'hui que l'économie américaine n'est pas ce qu'elle était. Hafed Boutaleb. Au dernier chiffre du FMI, le PIB américain a bien creusé l'écart. 28 000 milliards de dollars, 10 000 milliards de dollars de plus que la Chine. Alors que la Chine était très proche. Là, effectivement, la distance s'est creusée. Donc, on peut pas quand même reprocher aux démocrates d'avoir raté un peu le volet économique. Au contraire, il y a vraiment eu de la croissance, création d'emplois. Le chômage est à son plus bas niveau depuis un demi-siècle. Mais le problème, c'est effectivement le style. Alors, il y a de l'inflation, mais c'est le style présidentiel, alors effectivement au niveau de l'économie, mais c'est vraiment le style, comme vous disiez, de Joe Biden, qui a du mal aujourd'hui à rassembler, et aussi le discours.
Depuis qu'ils sont arrivés au pouvoir, le problème des démocrates, ils n'ont pas cherché à rassembler. Ils ont attaqué Donald Trump alors qu'ils savent très bien qu'il a une base très solide. Et donc, en cela, ils n'ont pas rassemblé. Ils ont, même dans les affaires étrangères, ils ont été intransigeants avec un certain nombre de pays. On a vu ce sur quoi ça a abouti. On aura beau avoir les outils d'analyse différents, mais on sait très bien aujourd'hui que la guerre d'Ukraine aurait pu être évitée. Aurait pu être évitée si... S'il y avait eu plus de dialogue et plus des positions plus rassembleuses, au lieu de rester campé sur sa propre position et rester en étant clivant. Et voilà, ça a été cela le problème démocrate. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la question, comment dans un électorat qui s'occupe principalement, pour lesquels l'élément le plus important, c'est l'état de l'économie et l'emploi, comment, dans une conjoncture très favorable à l'économie et à l'emploi, le président sortant est donné perdant face à l'ancien président. Comment ça se fait? C'est effectivement, il y a un problème de style, un problème dans le ton que le Parti démocrate a adopté, sans parler des scandales, effectivement, qui sont un peu partout. Son fils. Notamment, voilà, Hunter Biden et puis le scandale Epstein, etc. Son fils. Alors, ce qui est intéressant aussi de soulever, ce sont les chevaux de bataille de part et d'autre. C'est-à-dire qu'il y a cet aspect, ces questions sociétales qui pèsent aussi dans la balance. Est-ce que vous, au-delà de l'économie, est-ce que l'Américain fait plus attention à ces questions sociétales, les lois contre l'avortement, d'autres choses qui ne sont pas en fait, finalement, du ressort d'un président ou peut-être qui pèsent moins dans la balance dans d'autres pays? C'est un élément, si vous le permettez, sur la question sociétale, c'est un élément de division des électeurs démocrates. Parce que la poussée, elle vient d'où? La poussée revendicatrice et contestataire. Elle ne vient pas des électeurs républicains. Elle vient d'un certain nombre de courants démocrates qui estiment que le président Biden n'a pas fait ce qu'il fallait faire. L'histoire de l'avortement, elle n'est pas réglée. L'histoire de la reconnaissance des LGBT non plus, l'histoire aussi du statut, c'est une question sociale, du statut accordé aux minorités, c'est un élément de complication et ça a des incidences électorales. Savez-vous que pour ce qui est des électorats respectifs, il y a à peu près 38% des électeurs noirs qui sont des électeurs républicains. Républicains, oui, oui. Il y a 60% des électeurs hispaniques qui sont républicains. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas les républicains qui encouragent et applaudissent l'immigration, bien effectivement, ce soit un des points qui ont joué finalement en défaveur de Biden. Parce que même les démocrates, aujourd'hui, critiquent la politique migratoire de cette administration Biden. Alors, avec des dizaines de milliers de migrants qui passent la frontière. Alors pourquoi? C'est parce que ce sont des électeurs américains, hispaniques et noirs, et qui ont besoin d'ordre et qui ont besoin de visibilité. Et ce sont eux, notamment les électeurs hispaniques, sont eux qui sont les plus réfractaires à l'endroit des migrants mexicains. C'est un paradoxe, mais c'est des choses que nous savons dans la sociologie. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'ils ont fait leur place et que ça risque de brouiller, de perturber leurs acquis et leur perception au sein de la société américaine. OK. Calvin Dark. 2 points. Le Parti démocrate n'est pas connu pour être très stratégique, OK? Mais pour cette élection, avec la question d'avortement, ils ont fait quelque chose de très intelligent. Dans les États clés, ils ont créé des référendums sur la question d'avortement. Pourquoi? Parce que même les républicains, surtout les femmes républicaines, même s'ils sont contre l'avortement, ils sont contre que ce choix soit partie d'un processus du gouvernement. Alors, ça va attirer les électeurs d'aller au scrutin pour voter contre les restrictions pour l'avortement. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que j'ai une prédiction à propos des problèmes de race de Donald Trump. Je sais qui va être son candidat pour le vice-président. Et ça va être le sénateur Tim Scott. Pour cette raison, pourquoi?
Donald Trump, normalement, si j'ai perdu une élection, je veux plus de soutien la prochaine fois, pas moi. Alors, et je ne sais pas pourquoi il insiste sur ses propos racistes. Il y a 3 semaines, il a dit que les émigrés de l'Afrique, c'était comme le poisson dans le sang d'Amérique. Qu'est-ce que ça veut dire de la communauté afro-américaine? Le croissant? Le poisson. Ah, le poisson, pardon. Le poison, oui. Oui, alors, la campagne de Biden, ils vont jouer ça en loop jusqu'à novembre. Mais Trump sait qu'il y a 2 faiblesses, chez les femmes et chez les Noirs et les minorités. OK? Je crois qu'il va choisir Tim Scott. Parce qu'il est afro-américain. Il est afro-américain, il est conservateur, et franchement, il n'a pas de personnalité pour voler le spotlight de Comme Trump. Mike Pence. Comme Oui, Pence. oui, Voilà. parce que ça, c'est vraiment la partie la plus importante pour Trump. Et il a déjà, c'est Nikki Haley qui a choisi Tim Scott pour le siège où il est maintenant, pour le Sénat. Pour le Sénat, oui. Et il a changé. Nikki Haley a dit dans une interview qu'elle n'a pas même reçu un appel de son ami Tim Scott qu'il allait soutenir Donald Trump en New Hampshire. Alors, je crois que ça s'est fait, surtout parce qu'il est célibataire et il y a une semaine, il a dit que grâce à Dieu, j'ai une femme, on va se marier cet été. Ça, c'est vraiment le chemin d'être le candidat vice-président pour Donald Trump. Mais rien n'est vraiment joué là-dedans aussi pour la vice-présidence, parce qu'il n'y a pas eu encore d'annonce officielle de Donald Trump. C'est une hypothèse probable. Non, normalement, c'est pendant la convention, le meeting dans l'été. Mais je crois que, parce que Trump, il a dit qu'il n'est pas un président de tradition, si Nikki Haley se retire de la course et c'est juste Donald Trump, je crois pour basculer un peu la scène politique américaine, il va annoncer qui est le candidat avec lui. En fait, il a dit qu'il sait déjà, mais il était le star de reality show Apprentice. Il fait ça de la même manière. Il sait ça, il faut attendre jusqu'à l'épisode dernier pour voir qui va être mon candidat pour le vice-président. Ou qui sera fired. Oui, exactement, exactement. Alors, Hafed Boutaleb, nous allons revenir aussi sur cette question qui est très, très importante. Et il s'agit de la politique étrangère des États-Unis. Comment risquent d'évoluer les situations en Ukraine, en Israël, ou à Gaza surtout, si l'un ou l'autre venait à gagner? Si Donald Trump remportait l'élection, bon, on souhaite, Inch'Allah, quand même que la paix régnera d'ici là, notamment dans cette région du Proche-Orient, et à Gaza tout particulièrement. Si Donald Trump venait à revenir à la Maison-Blanche, ou si Biden gardait son siège dans le bureau ovale. Alors, si Donald Trump revenait à la Maison-Blanche par rapport à l'Ukraine, tout d'abord, il a déjà dit, c'est ce qu'il dit, qu'il réglerait, ou qu'il était capable de régler ce problème par un coup de fil. Bon, bien entendu, la situation sera beaucoup plus compliquée, puisque aujourd'hui, la Russie est bien engagée en Ukraine et occupe quand même 20% du territoire ukrainien, et que pour trouver une solution, il faut que les Ukrainiens soient partis de la solution, et pour qu'ils soient partis de la solution, on imagine difficilement qu'ils acceptent d'abandonner 20% de leur propre intégrité territoriale. Or, s'ils n'acceptent pas, ça veut dire que la guerre va continuer. Donc il va falloir trouver, et c'est là où j'en viens pour dire, c'est très complexe pour résoudre la question ukrainienne, et ça semble difficile de croire que ça va être résolu par un coup de fil. Cependant, la différence avec les démocrates, ce sera un soutien moins important en termes d'armement et financier à destination des Ukrainiens, d'une part, et peut-être ouvrir la porte du dialogue avec Poutine, d'autre part. Ensuite, il va falloir tout un cycle de négociations qui prendra beaucoup de temps pour peut-être arriver à une solution. Est-ce que Donald Trump pourrait, si au terme de ce cycle de négociations on arrive à une impasse, pourrait quand même revenir sur tout ce qu'il a dit et reculer face à la Russie et s'aligner sur les positions des démocrates aujourd'hui? Ça semble très difficile quand même, puisque c'est un président qui insiste pour démontrer qu'il est totalement différent de ses adversaires. Et je pense qu'il fera tout pour vraiment asseoir une paix, peut-être aux dépens des Ukrainiens, ce qui serait assez paradoxal au vu de tout ce que les Américains ont déployé comme soutien pour eux. Mais c'est très difficile de prévoir ce qui sera. Et aussi, l'évolution du front en Ukraine, au Donbass, n'est pas encore stabilisé, même si effectivement le front est assez stable, mais la situation reste encore très difficile. Au niveau de Gaza,
Comme vous le dites, on espère quand même que d'ici à novembre, on ne va pas continuer, puisqu'avec au rythme où nous allons, le bilan humain va devenir extrêmement lourd, déjà que c'est déjà le cas. Donc on espère qu'il y ait une accalmie, mais on a pu deviner un peu la position de Donald Trump, qui aurait estimé que ce qui se passe à Gaza n'est pas vraiment normal, mais quand même, il maintient son soutien absolu. Il faut rappeler que c'est le premier président qui a accepté quand même de transférer l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem pour reconnaître... Qui a activé une décision qui remontait de l'époque de Bill Clinton. Oui, mais qui n'a jamais... qui a été prise par le Congrès américain, juste pour rappel, mais qui n'a jamais été... qui n'a jamais été activé, qu'on a gelé, qu'on s'est passé un peu Mais il a acté. Le bébé de président à président. Ça datait des années 90, de fin 90. Absolument. Est-ce que vous parlez justement de cet appui des États-Unis? C'est très important. Vous parlez de cet appui des États-Unis à l'État d'Israël. Est-ce qu'il soit républicain, démocrate, Biden, Trump, le président pourrait retirer cet appui, ce soutien inconditionnel de Washington à Tel Aviv? Est-ce que aussi, et là c'est vraiment d'actualité, malgré que la Cour de justice, aujourd'hui d'ailleurs la décision a été prise pour que on appuie cette condamnation de génocide envers Israël. Est-ce que ça pourrait aussi changer les choses pour le président Biden, déjà encore en fonction, ou peut-être pour le prochain président? Oui, professeur Sahimi. Merci. Ce qu'on peut relever, c'est qu'un certain nombre de pays en cause que vous avez cités sont tous avec l'idée de voir ce qui va se passer en novembre prochain. C'est le cas de Poutine, du chef d'État de la Fédération de Russie. C'est le cas de Netanyahou. Et c'est aussi le cas de Zelensky, mais de manière craintive. Si ce bureau de Netanyahou venait à finir l'année. Oui, mais vous savez, c'est difficile de changer un cabinet de guerre. Ou en tout cas un cabinet qui se veut un cabinet de guerre. C'est difficile parce que malgré tout, les circonstances sont là. Donc, les scissions et les divisions aussi. Oui, aussi, c'est vrai. Cette parenthèse. Donc, premier point, c'est le novembre 2024, tout le monde est là avec cette ligne de mire. Deuxième point, par dossier. Pour ce qui est de l'Ukraine, évidemment, on ne veut pas régler ça par téléphone, ça c'est le président Trump qui parle comme ça, mais nul doute qu'il va peser pour qu'il y ait un processus de négociation. Il va peser comment? Par le financement. Il y a 60 milliards de dollars qui sont dans les circuits du Congrès américain pour aider l'Ukraine. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas du fait de la position des républicains qui disent « Ah oui, d'accord, etc. » Mais il faut mettre 20 milliards de dollars supplémentaires pour la lutte contre les migrants mexicains. Et donc voilà un levier important, c'est-à-dire le nerf de la guerre, le financement. Deuxième point, il a un code de négociation avec Poutine. Ils se sont pratiqués, ils savent ce qu'il faut se dire, Poutine le sait, connaît la psychologie du président Trump, etc. Et nul doute qu'il y aura quelque chose qui se fera si le président Trump est réélu. Il se fera parce qu'il a la manière, vous savez, il ne fonctionne pas comme un diplomate classique. Il fonctionne comme quelqu'un qui veut des deals. Il fonctionne comme ça. Pardon, je continue. Maintenant, pour ce qui est de Gaza, du Moyen-Orient, le soutien conditionnel de Trump à l'État d'Israël et au gouvernement Netanyahou. C'est fait, c'est acté, il n'y a pas de changement. En revanche, il va prendre en compte la dimension sécuritaire déstabilisatrice de la situation créée. Je note à ce sujet que la diplomatie de Biden a épuisé ses effets. Le secrétaire d'État américain, Blinken, il a fait le tour de la région 5 ou 6 fois, etc. Ils sont beaucoup d'avancées, avec maintenant le problème des Houthis, les menaces de sécurité. Et sur ce plan-là, je pense que le président Trump va peser, taper sur la table pour sécuriser la situation. S'il est élu, c'est pour sécuriser. Nous raisonnons dans ce schéma. Sécuriser la région
et peut-être à ce moment-là pousser à enfin un règlement négocié de la question palestinienne. Hafed Boutaleb, avant de donner la parole à par Calvin. rapport à Gaza aussi, pour continuer, il faut rappeler que l'administration de Donald Trump a initié ce qu'on appelait les accords d'Abraham. Donc, les accords d'Abraham ont été initiés à l'initiative des républicains et ils ont été traités de manière très distante et froide par leurs successeurs démocrates. Puisque les démocrates ont, à ce moment-là, comme je vous l'ai dit, étant donné qu'ils n'ont pas su être rassembleurs et qu'ils ont été revanchards par rapport à la période Trump, ils ont décidé de saboter ou de geler ou de traiter de manière distante et froide l'intégralité de son bilan, y compris aux affaires étrangères, notamment les accords d'Abraham. Et on l'a vu, on l'a vécu ici au Maroc, au lendemain de l'arrivée de l'administration des démocrates, de Biden, on attendait la même ferveur qui avait été exprimée à la fin du mandat des républicains par rapport à notre intégrité territoriale, et on a été un peu déçus, même si effectivement rien n'a changé sur la position américaine de l'époque de Trump. Et donc, c'était quoi les accords d'Abraham? C'était une vision globale de la région. Alors, le problème, c'est qu'on ne saura jamais quelle aurait été la situation du Moyen-Orient si Trump avait gagné un deuxième mandat. On ne le saura jamais, parce qu'il a été arrêté en cours. Les accords d'Abraham devaient continuer. Et il y avait beaucoup d'éléments qui étaient prévus qui n'ont pas été... Mais surtout, il y avait des pays qui devaient intégrer aussi ces accords d'Abraham. Et puis le dernier, et ça allait se faire, c'est l'Arabie Saoudite. Et puis vient cette attaque du 7 octobre et qui fait disparaître tout espoir d'un rapprochement entre Riyad et Tel Aviv. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il me paraît évident que si Donald Trump revenait aux affaires, si les accords d'Abraham devaient être relancés, la dimension réservée aux Palestiniens serait beaucoup plus importante, puisqu'on a bien compris aujourd'hui qu'il faut un accord global intégrant les Palestiniens pour que toute paix soit pérenne au Moyen-Orient. On ne peut pas faire l'impasse sur l'État palestinien et sur le droit d'existence d'un État palestinien. Et vous faites, dans l'État palestinien avec ses représentants. Effectivement. Et là encore, exactement, légitime. Et là encore, il y a une grande question qui se pose. Mais la question qui se pose aussi, c'est le poids des États-Unis sur la scène internationale. Est-ce qu'il ne s'est pas amoindri, Calvin Dark, aujourd'hui? Quand on voit tous ces efforts, vous l'avez dit, du chef de la diplomatie, M. Blinken, mais aussi même du président, qu'il appelle Netanyahou pour lui demander d'arrêter, etc., etc. Et puis on voit que, en fait, plus personne n'écoute vraiment ce que dit Washington. Oui, et je veux dire aussi que vous avez raison, parce que en tant qu'Américain, dans mon cœur, je dis que Donald Trump et la situation en Gaza, il est xénophobe, il est raciste, il va donner la carte blanche à Netanyahou. Mais en tant qu'analyste, je me souviens, pour Donald Trump, il est transactionnel. Ça, c'est le plus important. La politique du deal. Politique du deal. Alors, dès le début, s'il est réélu, il va faire ce que Netanyahou veut faire. Mais si les Saoudis, les Marocains, les autres pays proposent quelque chose qui est un better deal pour Donald Trump, il n'a pas de fidélité. Alors ça, c'est vraiment au cœur de sa politique. Mais pour votre question, je crois que ça, c'est au centre de l'argument principal contre Biden par les républicains. Je ne suis pas républicaine, juste je vous pose la question. Oui. Parce qu'ils disent que ce n'est pas que ce qui se passe en Ukraine, avec Israël, en Afrique, en Chine, avec la Corée du Nord. L'Irak, la Syrie, toutes les bases qui sont attaquées, et sur une base quotidienne, toutes les bases américaines qui sont là-bas. Comment les États-Unis d'Amérique ne sont pas capables de sécuriser le détroit de Bab el-Mandeb? Enfin, je veux dire, on se pose bien des questions sur justement... que les Britanniques sécurisaient déjà au 19e siècle. C'est exactement le propos des républicains, parce qu'ils disent que bon, ce n'était pas la faute de Joe Biden, il n'a pas créé ces problèmes, mais les problèmes persistent parce qu'on n'a pas de leadership fort pour les États-Unis. Pour moi, je crois que ça, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais l'argument de Nikki Haley, elle a dit que avec un président américain, elle va doubler l'armée, les dépenses pour les défenses. Elle a dit avec un président fort dans la Maison-Blanche, ça va être un peu de stopper les problèmes avant qu'ils commencent. Et elle a dit, c'est pourquoi tout ça, c'est arrivé après la sortie de Trump.
Je ne suis pas d'accord, mais ça, c'est vraiment un argument. Je te dis, chez moi, Caroline du Nord, les gens, ils se concentrent sur l'économie, pas vraiment sur les affaires étrangères. Mais j'ai des gens de ma famille qui m'ont dit, je ne sais pas pourquoi, mais après que Trump il est sorti, on a une guerre ici, on a une guerre là-bas. Calvin, tu es au Maroc, tu es en sécurité, qu'est-ce qui se passe avec le monde? Alors cette peur, ça va vraiment animer des électeurs. Oui, mais surtout quand vous dites l'économie, bien sûr que ça va toucher à l'économie. Si on sait que le conteneur qui arrivait avant d'Asie vers un port américain à, disons, $1 000, maintenant il coûte $2 000. Donc automatiquement, ça va aussi impacter l'économie indirectement si ce détroit de Bab el-Mandeb n'est pas assuré ou on n'assure pas sa sécurité. Mais le point essentiel, vous avez soulevé vraiment une question qui est centrale aujourd'hui, c'est l'importance de la politique étrangère finalement pour l'Américain lambda. Elle ne compte pas vraiment. Oui, le problème, c'est Biden, il a, on dit en anglais, il a les chiffres sur son côté, mais pas le vibe. Il n'a pas le vibe économique avec lui. Oui. Pour les chiffres, si vous considérez qu'il a fait un programme après l'époque de Covid pour vraiment sauver l'économie américaine, sur papier, c'est historique. Mais les gens ne sont pas vraiment le vibe dans leur poche. Et ça va être vraiment un problème pour Biden parce qu'il a dit le Biden Economics. Je ne peux pas même dire en anglais parce que c'est compliqué. C'est une blague parce que pour les économistes, c'est vrai. Mais pour les gens dans la rue, ils disent que ça veut dire que pourquoi je dépense le double pour mes nécessités dans le supermarché. Mais je crois qu'avant novembre, ça va être un peu mieux pour aider, mais pas au niveau qu'il faut par rapport aux statistiques. Alors la prochaine date à surveiller, messieurs, il nous reste 4 minutes, la prochaine date à surveiller, le prochain rendez-vous électoral de par toutes les primaires, etc. Février. Il y a le 23, il y a bien sûr ces décisions de la Cour suprême, mais on en a parlé aussi, il y a ce Super Tuesday. Le 6 mars. Alors déjà pour le 23 février, c'est en Caroline du Sud, je pense, et Nikki Haley était gouverneure de la Caroline du Sud de 2011 à 2017. Si elle perd en Caroline du Sud, il est évident qu'elle pourrait se retirer de la course. Et soutenir, du coup, et bien sûr, soutenir comme l'a fait DeSantis, Trump. Et donc, même si elle gagne, ce qui est une hypothèse probable, parce qu'elle connaît, elle a été gouverneure avec 2 mandats, et la Caroline elle va du Sud rejoindre finalement le président Trump. Oui, parce que l'écart des sondages est quand même trop important. Trump est autour de 65-70%. C'est plus possible de réduire l'écart. Et ce qui va jouer, si vous permettez, c'est le problème du financement. C'est-à-dire la campagne électorale américaine coûte très cher, et c'est des dizaines de millions de dollars, et elle n'aura plus la capacité de mobiliser des fonds du fait que l'ex-président Trump est donné gagnant, et donc les fonds vont aller vers le président Trump. Un mot encore pour résumer ceci, et je reviens à Biden. Biden a un slogan, c'est Biden Economics. Or, un slogan ne fait pas un bilan. C'est ça la difficulté. Oui. Alors qu'effectivement, le slogan, qui est toujours, d'ailleurs, il ne l'a pas changé, Make America Great Again, c'est le même pour Trump. Oui. Il ne l'a pas changé. Au niveau de Joe Biden, il faut rappeler quand même, la campagne de 2020 s'est faite beaucoup sur fond de ce fameux programme de transition énergétique, écologique. Rien n'a été fait en 3 ans. Je parle sous le contrôle de Kelvin, mais très peu de choses ont été réalisées, et les militants démocrates, très souvent acquis à la cause du green, entre guillemets, eh bien, ne sont pas très heureux de cela. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est le militant de base du Parti démocrate qui fait défaut à la candidature de Biden, parce que Joe Biden, s'il ne fait pas rêver les électeurs américains, il fait encore moins rêver au sein du Parti démocrate. Non, mais il fait rêver aussi cette industrie des hydrocarbures. Est-ce qu'on a vu les ventes du gaz de schiste américain qui étaient très controversées, notamment par les Verts, les écologistes, alors que c'est ce qui a aussi porté cette économie américaine. Surtout que c'est un cercle vertueux, pas très vert. L'armement et les hydrocarbures, on aurait plus pensé que ce serait un président républicain plutôt qu'un président démocrate. Voilà. Et puis on attendra le premier débat présidentiel. Ce sera dans 8 mois, ce sera le 16 septembre prochain.
entre le candidat républicain, donc certainement Trump, et le candidat démocrate, certainement Biden, au Texas, ce Super Tuesday. Est-ce qu'il y a d'autres dates ou peut-être d'autres éléments qui vont vraiment peser dans cette élection présidentielle, Calvin Dark? Super Tuesday ne va pas être une grande chose cette année parce que j'imagine que Nikki Haley va se retirer avant Caroline du Sud. Pour raisons financières, mais aussi que Trump, il a déjà dit qu'il va passer le mois de février en soulever tous les scandales de Nikki Haley pendant ses 2 mandats. Le fait qu'elle est gouverneure du peuple, mais elle a gagné à peu près 7 millions de dollars par des discours, par des sièges, conseils d'administration, des grandes entreprises. C'est pas illégal, mais c'est contre son image. Et imaginez elle, avec une carrière politique avant elle, est-ce qu'elle veut vraiment endurer un mois des attaques, pas juste pour Donald Trump, pas pour les républicains de son État contre elle. Et je crois que pour cette raison, elle va se retirer. Très bien. Un dernier mot sur ce prochain rendez-vous électoral aux États-Unis cette année. Un mot, c'est que nous sommes tous sur cet agenda-là, il faut le dire. À l'international et nous aussi au Maroc. Ça ne nous est pas indifférent que ce scrutin présidentiel novembre 2024, compte tenu des rapports que nous avions avec l'ancien président et compte tenu des rapports que nous avons avec l'administration Biden actuelle. Très bien. Oui, j'ai dit une chose. Sure. La date, on ne sait pas exactement la date, mais la décision de la Cour suprême sur la question est-ce qu'un État peut retirer le nom de Donald Trump du scrutin, ça va être bouleversant parce que quoi qu'il soit la décision, la moitié du pays vont penser que soit ils sont contre Donald Trump ou soit ils sont en faveur de Donald Trump parce qu'il a nommé 3 sur 9 des juges. Alors, ça va être vraiment le moment pas de guerre civile, comme disent Lindsey Graham, le sénateur, mais un moment vraiment de test pour la démocratie américaine. Exactement. Et effectivement, c'est vraiment, on est en train de vivre vraiment un réel stress test, si je peux dire, de cette démocratie, de la plus grande démocratie au monde, de cette démocratie américaine. Nous allons certainement suivre les dates clés de ce processus électoral qui va donc prendre tous les 9 mois prochains jusqu'à ce 5 novembre, date de l'élection du prochain président des États-Unis d'Amérique. En tout cas, ce débat fut très dynamique et très enrichissant. Je vous en remercie. Merci Calvin Dark. Et également merci à vous, Hafid Boutaleb et professeur Mustafa Sahimi. Merci beaucoup. Et merci à vous pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée et excellent week-end à tous.